À l'apogée de l'Empire du Ghana, le pouvoir ne repose pas uniquement sur l'économie et la coercition. Il s'inscrit dans un équilibre interne complexe, où le politique, le religieux et le symbolique sont étroitement liés. Comprendre Ouagadougou sans examiner cette articulation reviendrait à réduire l'Empire à un simple mécanisme commercial, ce qu'il n'a jamais été. Les sources médiévales, notamment le témoignage d'Al-Bakri au XIe siècle, décrivent une situation de coexistence religieuse structurée. D'un côté, une population musulmane importante, concentrée dans la ville marchande de Koumbi Saleh, disposant de mosquées, de juristes et de lettrés. De l'autre, un souverain et une cour qui demeurent attachés aux cultes traditionnels africains. Cette coexistence n'est ni accidentelle ni transitoire, elle constitue un choix politique conscient. Le roi du Ghana ne se convertit pas à l'islam, malgré les avantages diplomatiques et symboliques qu'une telle conversion aurait pu lui apporter dans le monde transsaharien. Ce refus, attesté par les sources, ne relève pas d'un conservatisme passif. Il s'agit d'un acte de préservation du fondement même de la légitimité royale. Le souverain sait que son autorité repose sur une continuité religieuse et symbolique profonde, qui ne peut être remplacée sans bouleverser l'équilibre du pouvoir. Dans les sociétés africaines anciennes, comme le rappelle Cheikh Anta Diop, le pouvoir est indissociable du sacré. Le roi n'est pas seulement un administrateur ou un chef militaire, il est garant de l'ordre cosmique, médiateur entre les vivants, les ancêtres et la terre. Gouverner, c'est maintenir l'harmonie entre les forces visibles et invisibles. La royauté est donc investie d'une dimension ontologique, elle engage l'existence même de la communauté. Dans ce cadre, les croyances, les rituels et les interdits ne sont pas des éléments décoratifs ou folkloriques, ils constituent le socle opératoire du pouvoir. Leur absence de description détaillée dans les sources écrites ne doit pas être interprétée comme une inexistence, mais comme le signe d'un sacré non exposé, réservé, transmis par des voies initiatiques et orales et non destiné à être consigné par des observateurs extérieurs. Le sacré africain ancien n'est pas un objet de divulgation, il est une pratique vécue, structurante, protégée. Cette caractéristique explique pourquoi les textes médiévaux ne livrent pas d'inventaire des divinités, des totems ou des rituels royaux. Ce silence n'est pas une lacune à combler par l'imagination, il est un indice de la nature même du pouvoir sacralisé à Ouagadougou. Le cœur religieux de l'Empire ne se donne pas à voir, car il fonde l'autorité sans chercher à la justifier par l'écrit. Cependant, cette structure se trouve progressivement confrontée à une autre logique religieuse et politique. La présence musulmane ne se limite pas à une foi individuelle, elle s'accompagne d'un ensemble cohérent de pratiques. L'écriture arabe, le droit islamique, les réseaux savants, les normes commerciales et une conception de l'autorité fondée sur une légitimité scripturale et extérieure. Les marchands musulmans maîtrisent les instruments du commerce international, mais aussi ceux de l'administration écrite et de la médiation juridique. Peu à peu, une dualité de compétences s'installe. Le pouvoir central conserve la légitimité sacrée, mais certaines fonctions techniques essentielles, diplomatie, arbitrage, écriture, circulation de l'information, tendent à être assumées par des élites islamisées. Ce glissement ne constitue pas une rupture immédiate, il se perd lentement par pragmatisme et par nécessité économique. Cheikh Anta Diop analyse ce phénomène comme une transformation profonde mais silencieuse. Le danger ne réside pas dans la coexistence religieuse en elle-même, mais dans le déplacement progressif du centre de légitimation du pouvoir. Lorsque l'écriture, le droit et l'autorité normative se déplacent vers des références extérieures, le pouvoir sacré africain, fondé sur la continuité rituelle et symbolique, commence à perdre sa centralité effective. Dans le cas de Ouagadougou, cette évolution n'entraîne pas immédiatement l'effondrement. L'Empire continue de fonctionner, parfois avec efficacité. Mais les équilibres deviennent plus fragiles. L'unité idéologique qui soutenait la cohésion politique se fracture. Les loyautés ne reposent plus exclusivement sur les mêmes fondements symboliques. Les synthèses historiques modernes, notamment celles de l'UNESCO, montrent que cette dynamique est commune à plusieurs États sahéliens médiévaux. L'islamisation progresse par cercles successifs sans provoquer de rupture brutale, mais en transformant durablement les structures de pouvoir et les modes de légitimation. À Ouagadougou, cette transformation intervient alors que l'Empire fait déjà face à d'autres défis, concurrence économique, pression régionale, recomposition des routes commerciales. Les tensions religieuses et symboliques ne constituent pas une cause unique de fragilisation, mais un facteur d'amplification. Elles réduisent la capacité de l'État à absorber les chocs.
Ainsi, l'Empire du Ghana offre un exemple saisissant de la complexité des équilibres internes dans les formations politiques africaines anciennes. La coexistence religieuse, longtemps source de stabilité et de prospérité, devient progressivement un terrain de tension silencieuse. Lorsque l'autorité symbolique du souverain n'est plus pleinement partagée par toutes les élites, l'Empire entre dans une phase de vulnérabilité structurelle. Cette vulnérabilité ne se manifeste pas par des effondrements spectaculaires, elle s'exprime par une érosion lente, par une transformation des loyautés et par un déplacement des références de légitimité. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les crises ultérieures de Ouagadougou et que se prépare sans fracas la fin d'un cycle impérial. Dans l'histoire de l'Empire du Ghana, la question almoravide constitue un point de fracture historiographique majeur. Longtemps réduite à une hypothèse marginale ou à une conquête extérieure mal documentée, elle retrouve chez Cheikh Anta Diop une cohérence structurelle qui dépasse la simple narration militaire. Pour Diop, l'intervention almoravide n'est ni un mythe ni un accident. Elle est l'aboutissement logique d'un processus de désagrégation interne déjà engagé. Cheikh Anta Diop affirme clairement que les Almoravides ont mené des actions militaires réelles dans l'espace soudano-sahélien et qu'ils ont attaqué des zones relevant de la sphère d'influence du Ghana. Il ne nie donc ni la violence, ni la contrainte, ni la responsabilité extérieure. Mais il refuse d'en faire la cause première. Selon lui, aucune puissance extérieure ne peut renverser un empire africain structuré sans relais internes. Le cœur de sa thèse repose sur une idée centrale, la rupture d'allégeance. À partir du moment où l'islam s'implante durablement dans certaines couches de la société de Ouagadougou, marchands, notables urbains, élites lettrées, se constitue une solidarité religieuse transpolitique. Cette solidarité dépasse les frontières de l'Empire et crée une nouvelle hiérarchie de loyauté. L'appartenance religieuse commence à primer sur l'allégeance au souverain traditionnel. Dans ce contexte, le roi du Ghana, demeuré fidèle aux fondements religieux africains de sa légitimité, voit son autorité progressivement contestée, non pas par une révolte frontale, mais par une défection idéologique. Une partie de ses sujets ne le reconnaît plus comme détenteur d'une autorité totale, car il n'incarne plus l'ordre religieux dominant dans certains cercles influents. Cheikh Anta Diop est explicite. Lorsque la légitimité religieuse se déplace, la légitimité politique suit. Les Almoravides, porteurs d'un islam rigoriste et militant, n'entrent donc pas dans un empire homogène et loyal. Ils pénètrent un espace idéologiquement préparé, où des populations islamisées perçoivent leur avancée non comme une invasion étrangère, mais comme l'arrivée de frères religieux porteurs d'un ordre jugé supérieur ou plus juste. Cette situation explique pourquoi l'expansion almoravide ne rencontre pas partout une résistance farouche. Là où l'allégeance au pouvoir central est déjà fragilisée, l'intervention extérieure agit comme un catalyseur. Les réseaux marchands, les élites islamisées et certains centres urbains peuvent faciliter l'implantation ou l'influence almoravide, soit par soutien actif, soit par neutralité stratégique. Il est essentiel de comprendre que cette dynamique ne suppose pas une trahison consciente ou généralisée. Elle résulte d'un glissement progressif des références de légitimité. Le roi du Ghana continue d'incarner l'ordre ancien, mais cet ordre n'est plus universellement reconnu comme tel. L'empire devient idéologiquement fragmenté. Sur le plan militaire, les Almoravides exploitent cette fragmentation. Ils ne détruisent pas l'empire par une bataille unique et décisive, mais en désorganisant ses périphéries, en s'emparant ou en neutralisant des centres stratégiques et en coupant les flux qui alimentaient le cœur impérial. Les sources mentionnent notamment la perte ou la perturbation de cités clés liées aux routes commerciales, ce qui affaiblit directement la base fiscale de Ouagadougou. Diop insiste sur un point souvent occulté. La chute du Ghana n'est pas seulement une défaite militaire, mais une défaite de souveraineté symbolique. Lorsque le roi ne représente plus l'horizon ultime de l'ordre et du sens, l'empire cesse d'être unifié, même s'il continue d'exister, formellement. Ainsi, la responsabilité almoravide doit être nommée clairement, mais correctement située. Les Almoravides ne sont pas seulement des opportunistes extérieurs, ils sont les bénéficiaires d'une transformation interne profonde. Leur intervention accélère un processus déjà engagé, la perte de cohésion idéologique, la fragmentation des loyautés et l'effritement de l'autorité centrale. Dans cette perspective, la fin de l'Empire du Ghana n'est pas une anomalie historique, mais une leçon politique.
Elle montre que la domination économique et militaire ne suffit pas lorsque le socle symbolique du pouvoir est fissuré. Ouagadougou tombe parce qu'il n'est plus unanimement reconnu comme centre légitime de l'ordre, et les Almoravides apparaissent comme les agents visibles d'une rupture dont les racines sont intérieures. La fin de l'Empire du Ghana ne débouche pas sur un vide politique durable. Elle ouvre une période de recomposition profonde au terme de laquelle émerge un nouvel ordre impérial, l'Empire du Mali. Cette transition ne peut être comprise sans analyser à la fois le rôle de Soundiata Keïta et le déplacement progressif du centre de gravité politique et économique vers le sud, longtemps périphérique dans l'histoire de Ouagadougou. L'Empire du Ghana, on l'a vu, ne contrôlait pas directement les zones aurifères. Les régions productrices d'or se situaient plus au sud, dans des espaces forestiers et de savanes humides, peu intégrés politiquement au cœur impérial. Le pouvoir de Ouagadougou reposait sur une influence indirecte, contrôle des routes, prélèvement sur les flux, relations de dépendance plus que d'administration directe. Ces territoires méridionaux constituaient une périphérie essentielle mais politiquement autonome. Lorsque le Ghana entre en phase de fragilisation, ce sont précisément ces espaces du Sud qui échappent le plus facilement à son autorité. Non pas parce qu'il se rebelle ouvertement, mais parce que le centre impérial n'est plus en mesure d'imposer une cohésion durable. Le commerce continue, mais le lien politique se distend. Ce phénomène prépare silencieusement l'émergence d'un nouveau centre. C'est dans cet espace méridional, longtemps considéré comme secondaire dans les sources écrites arabes, que se constitue le noyau du futur empire du Mali. Le Mandé, région de savane et de forêt, se trouve à distance des couloirs sahariens directs et donc relativement protégé des pressions idéologiques et militaires venues du nord. Cette profondeur géographique constitue un avantage stratégique décisif. Les traditions orales mandingues, recoupées par les analyses historiques modernes, sont constantes sur un point essentiel. Soundiata Keïta n'est pas un souverain musulman au sens orthodoxe. Son pouvoir s'enracine dans une cosmologie africaine ancienne, structurée autour des chasseurs, des alliances lignagères, des serments et d'une royauté sacralisée. L'épopée de Soundiata le présente comme un restaurateur de l'ordre, investi d'une mission politique et spirituelle proprement africaine. Cette précision est déterminante. Contrairement à certaines élites du Ghana tardif, Soundiata ne fonde pas sa légitimité sur une appartenance religieuse transnationale. Il restaure un centre de souveraineté interne où l'autorité politique ne dépend pas d'une reconnaissance extérieure. L'islam est présent dans son environnement, notamment par les réseaux marchands, mais il n'en constitue pas le principe organisateur du pouvoir. Il n'existe par ailleurs aucune source sérieuse attestant d'une alliance, d'une coopération ou d'une continuité politique entre Soundiata Keïta et les Almoravides. Cette absence correspond à une réalité géographique et stratégique. Les Almoravides progressent depuis le nord-ouest, le long des axes sahariens et pré-sahariens, là où se jouaient les équilibres du Ghana. Le Mandé, plus au sud, échappe largement à leur zone d'influence directe. La victoire de Soundiata sur Soumaoro Kanté, chef du Soso, lors de la bataille de Kirina vers 1235, marque un tournant décisif. Elle met fin à une phase intermédiaire de domination régionale née de l'effondrement du Ghana et ouvre un nouveau cycle impérial. Ce moment n'est pas une continuation islamisée de Ouagadougou, il constitue une recomposition politique consciente opérée depuis les marges méridionales de l'ancien monde impérial. Cheikh Anta Diop souligne que le Mali ne reproduit pas la fragilité structurelle du Ghana tardif. Là où Ouagadougou exerçait une influence indirecte sur les régions productrices d'or, Soundiata intègre progressivement ces espaces dans une unité politique recentrée. Il ne se contente pas de contrôler les flux, il reconstruit la souveraineté à partir du sud en consolidant les alliances internes avant toute ouverture idéologique majeure. Cette stratégie explique la stabilité initiale du Mali. L'islam est toléré et intégré, mais il reste subordonné à l'autorité impériale. La loyauté politique ne se déplace pas vers l'extérieur, elle demeure ancrée dans le centre du pouvoir. Ce n'est que plus tard que sous des souverains comme Mansa Moussa que l'islam prendra une place plus visible au sommet de l'État dans un cadre déjà solidement structuré. Ainsi, la transition Ghana-Mali n'est ni une simple succession territoriale, ni une continuité religieuse. Elle correspond à un déplacement du cœur impérial, du Sahel exposé vers le sud longtemps invisible mais stratégiquement décisif.